Les amis, à Vernon, on croise souvent des entrepreneurs, des enseignants, des élus, un peu de tout. Et ben Alexandre, c'est un peu tout ça à la fois. C'est quelqu'un qui, comme tu me le disais tout à l'heure, bah, t'as pas choisi qu'une seule vie. Et ça, c'est super cool. Nous, on se connaît bien depuis un moment parce qu'on a été élus ensemble. C'est ça. Voilà, on a participé à l'aventure à Vernon ensemble. On s'est rencontrés comme ça. Et moi, je tenais à te dire merci parce qu'aujourd'hui, j'ai mon agence de marketing digital et l'un des premiers qui m'a donné des conseils sur ce métier-là, c'est toi. À l'époque. Ça nous rajeunit, Ouais, c'est vrai, mais c'est c'est vrai. vrai qu'on travaillait là-dessus, C'est vrai. effectivement. Ouais. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de transmission, d'engagement, de partage, etc. Et du moment où on se dit, ok, maintenant j'y vais, bienvenue dans le nouveau numéro du Vernon Talk Show. Et ben Alexandre, vous l'avez compris, on est avec Alexandre. Si on croise à Vernon, ou surtout à Giverny, comment tu te présentes? Eh ben, je me présente par mon prénom, Alexandre. C'est ça, bah, effectivement, je suis un garçon du coin. Puisque moi, j'ai grandi à Giverny. Alors, je suis né à Vernon, parce que bon, il n'y avait pas nécessairement d'hôpital à Giverny, où ça aurait été risqué. Mais effectivement, jusqu'à mes 18 ans, j'y étais. J'y ai fait mes classes, mais aussi à Vernon. Donc, effectivement, un gamin du terroir ou du coin. Et ça, c'est une force, parce qu'après, j'ai eu l'occasion, justement, de voyager un petit peu. Mais bizarrement, je me retrouve souvent à revenir dans ce centre de gravité-là. Après, au-delà de mon prénom, je me décris quand même comme un entrepreneur. Ouais. Parce que je pense que cette approche-là, le fait de vouloir créer, ou comme tu l'as dit, de faire plusieurs choses à la fois, c'est un peu un mode de pensée, un mode d'action pour moi. Et je pense que c'est ça d'ailleurs qui nous permet, alors des fois, c'est bien d'être concentré, ça m'arrive aussi de le faire, mais j'aime bien faire plusieurs choses à la fois, et je trouve ça passionnant d'avoir pu travailler dans le secteur du tourisme, de la restauration, plus récemment de l'éducation et de l'enseignement supérieur, et à chaque fois, ou de la politique d'ailleurs, tu faisais bien de le rappeler, parce qu'à chaque fois, moi, j'essaie d'amener un regard nouveau sur les choses, qui peut des fois être critique, mais aussi constructif, surtout constructif, et donc j'aime bien avoir de l'impact. Voilà. Ouais, c'est top. C'est top, c'est vraiment, je trouve, quelqu'un, toi, quand on s'est rencontrés, je me suis dit, c'est vraiment un gars qui est pas influençable. C'est-à-dire, tu arrives à prendre du recul, à poser les choses, à décider là où il faut aller, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié quand on a un peu travaillé ensemble à l'époque. Ouais. Et de transmission, déjà. Peut-être que ma copine aime moins ce côté. Mais non, j'écoute plus. Et puis, le bénéfice de l'âge, justement. Ouais, c'est clair, la sagesse qui vient avec. Mais c'est gentil de ta part de penser ça. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ce que je m'étais fait comme remarque à l'époque. Et ce côté aussi où tu aimais bien transmettre, faire avancer les choses, les faire grandir. Et la preuve encore, tu vois, t'es arrivé à diriger le CCI, on en parlera un petit peu après, ou des choses comme ça, ou même à l'époque, tu m'as transmis des choses, ou alors tu n'en avais pas forcément d'intérêt à le faire, hein, mais tu l'as fait avec bonté et générosité, et ça m'a aidé, voilà, le partage. J'espère avec efficacité aussi, peut-être. Bah, j'en ai créé une entreprise. Donc bon, bah voilà, c'est possible. Ouais, non, mais top. C'est une belle histoire. T'as un parcours très dense, et à la base, toi, t'es quel genre de gamin? Plutôt premier de la classe, plutôt au fond de la classe, un peu discret? Comment tu te décrirais? Alors, si on analyse ça par rapport au positionnement dans la classe, j'étais plutôt un premier de la classe positionné au fond. Je sais pas si tu vois le paradoxe. Le premier un peu discret, quoi. Alors non, j'étais plutôt turbulent. En vrai, plutôt turbulent, peut-être un petit souci d'hyperactivité, tu vois, mais c'est vrai que je me suis toujours entendu avec tout le monde, donc c'est vrai que j'ai toujours été sociable. Après, voilà, il fallait, c'était peut-être d'ailleurs un challenge pour certains de mes enseignants, je les salue si on les recroise, mais je les revus après, notamment dans le coin. Bon, après ils sont pas traumatisés non plus, hein, j'étais peut-être pas le pire, mais j'ai toujours aimé un peu challenger le statu quo, mais par contre voilà, j'aimais bien aussi rentrer dans le moule quand il fallait, et moi j'ai adoré étudier, j'adore toujours apprendre, donc voilà, j'essayais quand même de maintenir un équilibre pour que ça puisse quand même fonctionner en classe. T'es plutôt bon élève, et donc c'est quoi ton cursus scolaire un petit peu? Alors, si on commence par les jeunes années, du coup, maternelle, primaire à Giverny. Après, j'ai poursuivi quand mes parents sont séparés à Saint-Marcel, parce que c'était plus proche de chez mes grands-parents. Et puis ensuite, collège, lycée à Vernon. Donc j'ai tout fait dans le public. Et puis après,
Alors je savais pas trop, mais ça m'attirait beaucoup de faire des études en sciences politiques. J'avais pas beaucoup de gens autour de moi qui avaient fait ça. Et ça faisait longtemps qu'à Dumézil, on n'avait pas envoyé du monde à Sciences Po. Donc en vrai, je rêvais de Paris, hein, surtout Paris qui est quand même un truc un peu mythique. Mais c'est vrai qu'on négocie ici, Paris, c'est vraiment là très... Ouais, c'est une barre, au début. Ouais. Et on revient tous ici. Et à la fin, on revient, voilà. Et du coup, j'ai été prêt à Sciences Po Lille, donc c'était top. J'allais partir, on était prêt d'avoir trouvé la coloc avec mon meilleur pote. Et en fait, j'ai eu un appel de Paris, comme quoi j'étais admis aussi. Et donc, a priori, c'est une école qui ne se refuse pas. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié. L'avantage de Paris, c'est que c'est très proche de Vernon. Oui, donc, en plus, ça m'allait bien. Mais du coup, j'ai beaucoup de potes qui sont partis à Rouen, à Lille et certains à Paris. Donc, je me suis pas retrouvé trop isolé. Et donc, voilà, niveau parcours, ça a été génial. Surtout aussi la chance de partir en 3e année à l'étranger. J'ai été pris dans une université au nord de Chicago. Donc, c'était une université, un peu comme ça? Alors, c'était Marquette University. Ah, ok, d'accord. Donc, à Milwaukee. Ah, Milwaukee, c'est pas la ville la plus... c'est une ville particulière. Il y a quelques histoires à Milwaukee. Il y a quelques histoires. Capitale mondiale de la bière, aussi des serial killers. Ouais, c'est ça. J'ai essayé vraiment de rester en dehors de tout ça pour me concentrer sur l'essentiel. Mais du coup, je me suis élargi parce que c'est là où j'ai pu étudier un peu de marketing, toujours de l'histoire, parce que je suis un passionné d'histoire. J'ai réussi à avoir 20 sur 20 au bac, tu vois. Donc, c'est vraiment ma petite fierté personnelle. T'as forgé l'anglais aussi là-bas, tu parles. Et l'anglais, alors je pensais être très très bon en anglais, hein, et en fait, pendant 3 mois, je pense que les gens ne m'ont pas compris. Moi-même, je me comprenais pas. Et donc, en fait, c'est dur parce que tu vois, ce que t'es bon élève, quand tu sors aussi des sentiers battus, t'apprends aussi à travailler ça. Et donc, effectivement, tout bon français qui pense être bon en anglais en France est dépaysé. Ouais, et puis, enfin, comme un étranger qui apprendrait français, on parle vite, on a des mots d'expression. Donc après, c'est vrai que c'est peut-être ça qui m'a donné aussi un peu une passion pour l'enseignement, l'éducation. Même si, comme tu l'as dit, j'aime beaucoup transmettre. J'ai toujours été, j'ai même peut-être traumatisé mon petit frère, mes cousines à qui je sais pas, faire le prof ou machin. Mais là-bas, c'est vraiment l'éducation, c'est sur un piédestal, ça coûte beaucoup d'argent, c'est vraiment des gros campus, c'est ce qu'on voit dans les films, et du coup ça donne une solennité. Tu comprends l'importance que ce passage a, et il y a beaucoup d'activités en parallèle, c'est-à-dire que déjà il y a 15 ans, tu vois, le sujet c'était pas seulement d'être une bonne université ou une bonne école, c'était l'expérience étudiante. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et ensuite la politique, j'ai été élu à Vernon, plus jeune maire adjoint parce que j'avais 23 piges. Parce que plus jeune élu de la liste, tu te l'es piqué celui-là. C'est ça. C'est la compétition entre les deux. Mais non, mais moi non, mais sur l'âge. En vrai, ils étaient tous un peu jeunes. Hein. On avait un tête de liste qui était lui-même assez jeune. C'était le minot. Ouais, voilà. Bon, maintenant, il a pris un peu de galon, mais effectivement, ça a été un bel apprentissage. Donc ça, et surtout, en fait, les gens pensent que on est pétri d'ambition quand on fait de la politique ou autre, mais en fait, je pense que déjà, on est bosseur, en fait. Parce que c'est vraiment un travail de terrain qu'on a entamé des années avant. Pour montrer notre différence, pour avoir la notoriété suffisante, la crédibilité suffisante. Donc ça, c'était aussi une belle école. Mais j'avais pas envie de faire une carrière politique. Alors que peut-être que j'avais un peu le cursus honorum quand t'as fait Sciences Po, etc. C'était bien, mais il me manquait peut-être un degré de concret, ou peut-être que j'avais pas assez d'expérience, et donc vraiment, j'en reviens à ma fibre entrepreneuriale. On avait voulu créer avec mon meilleur pote justement une entreprise. On avait travaillé à Giverny, parce que j'étais aussi serveur, manager dans la restauration. Et on l'a créé à Lille où il s'était installé. Vous voyez comment l'histoire est faite de croisements, d'éloignements, etc. Tu touches sûrement un sujet un peu politique, je trouve, qui est un peu manquant en France. C'est ce côté où, et je pense que ça manque vraiment beaucoup, et ça commence un peu à arriver là, on voit un peu les choses évoluer sur quand tu es entrepreneur ou tu entreprends des choses, que ce soit dans le privé, entreprise, investissement, etc., ou associatif aussi, gros investissements associatifs, et l'engagement politique, du coup, fait qu'on a souvent des élus qui manquent de cette expérience-là,
aujourd'hui, ce n'est que mon avis, Ouais. d'avoir des mecs qui Avec viennent les stars de vraiment, terrain. qui ont entrepris, qui connaissent leur filiale, leur métier, etc., qui arrivent au plus haut sommet de l'État, etc., ça manque un peu aujourd'hui. Là, ça s'est un peu corrigé ces derniers temps, notamment avec... Puis ça les humanise un peu en même temps, je trouve. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de, un moment, si t'étais entrepreneur, c'était dur d'avoir un engagement politique et Ah local. bah ouais, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, mais je pense que tout s'alimente. C'est vrai que des fois, moi, je me dis, t'es dispersé en fait. Tu fais trop de choses. Bon, plus le temps passe, plus j'essaie aussi de me concentrer. Mais en vrai, déjà quand on est jeune, on a un peu plus d'énergie. On a envie de faire beaucoup de choses. Mais quand on veut faire de la politique, c'est pour changer le monde. Quand on veut faire de l'entrepreneuriat, c'est pour révolutionner le secteur. Ouais, bien sûr. Justement, et après on apprend de tout ça. Et c'est vrai que moi sur la politique m'a beaucoup aidé aussi dans le business, et le business m'a aidé à mieux comprendre aussi les implications, et ceux qui disent j'aime pas la politique ou j'aime pas ceux qui font qui entreprennent, je pense qu'on est dans le faux, parce que la réalité du monde, c'est justement réussir à mettre les gens en relation, à créer des connexions, à trouver des solutions. Et si il suffisait d'être politique ou d'être entrepreneur ou d'être citoyen pour résoudre tous les problèmes du monde, peut-être effectivement ce serait beaucoup plus simple, quoi. Un peu moins réaliste. C'est vrai. Mais bon. Donc voilà. Et pour finir sur le parcours, j'avais repris en cours du soir un master en management, administration des entreprises. T'en avais pas assez. En vrai, tu sais, quand tu viens de province, des fois, t'as un peu, certains pourraient dire, un syndrome de l'imposteur. Tu peux, moi, à Paris, j'ai mis du temps j'avais pas les mêmes codes que tout le monde. Je pense pas être plus con ou plus intelligent que d'autres, mais tu vois, ça peut te mettre, je sais pas, peut-être dans vos parcours vous l'avez ressenti, mais tu peux te mettre toi-même des œillères ou des bâtons dans les roues parce que tu penses pas être au niveau et tout ça. Donc ça, j'ai voulu, en fait, je veux être compétent. Et je m'en donne les moyens. Et c'est vrai que pour gérer une entreprise, alors on peut, il y a des exemples formidables de gens qui ont appris en 100% terrain, mais quand tu les écoutes vraiment, ils ont pris pas mal de coups, pas mal d'échecs, et des fois le coût de l'apprentissage, il peut être cher pour ceux qui réussissent à aller jusqu'au bout. Donc en fait, c'était en cours du soir, ça a duré 2 ans, donc c'était un peu ambitieux. Et à l'époque, je travaillais à l'Assemblée nationale puisque j'étais le collaborateur d'un ancien député. Donc voilà, c'était un peu la dernière phase de ma vie politique, puisqu'après j'ai arrêté pour justement me consacrer 100% à l'entrepreneuriat avant d'être embauché. Tu vois, j'ai été salarié assez tard dans mon parcours comme directeur formation à la Chambre de commerce et d'industrie d'Évreux. Parce que du coup, tu es passé par restauration, tourisme, engagement local, collaboration politique, la tech, aussi maintenant, la tech avec une appli. C'est pas mal déjà tout ça. C'est quoi le fil rouge entre tout ça, si on réunit tout ça? Ouais, bonne question. Je la pose moi-même. Non, en vrai, de l'impact. L'impact, comment tu peux avoir un impact positif sur les gens, sur les choses. Quand on est plus jeune, pour moi, c'était vraiment le challenge de la convivialité avec la restauration, puis du vivre ensemble avec la politique, ce qui n'empêche pas de faire valoir le mérite, etc. Ensuite, dans le business, pareil, retour à la convivialité. Et ensuite, quand tu vois que tu peux avoir l'éducation, la transmission, en fait, elle est partie de la restauration. C'est qu'on n'arrivait pas à avoir, on avait beaucoup de mal à pérenniser du personnel. Effectivement, c'était souvent des jeunes qui étaient là de passage, alors que ça reste un beau métier. Et je me suis dit, en fait, le problème, c'est qu'ils sont pas nécessairement formés à ce métier-là. Donc, en vrai, on te recrute, 2 minutes plus tard, t'es dans le service et tout ça. Et je me suis rendu compte que globalement, tu vois, la formation, c'est vraiment le meilleur invest que tu peux faire. Et c'est pour ça qu'après, je suis allé, j'ai créé un organisme de formation pour les élus locaux, partant de mon expérience, parce qu'en fait, c'est beau d'être élu, on attend beaucoup de choses de nous, mais on n'est à aucun moment formé. J'allais dire que c'est peut-être pire de pas être formé quand on gère les enjeux de la société, les enjeux publics, etc. Donc ça, c'était ma première entrée dans le monde de la formation
pas en tant qu'usager ou client. Et puis effectivement, comme tu l'as sous-entendu, j'ai eu la chance de rencontrer une formatrice à l'ESCCI qui est docteur en sciences du langage, qui a testé une nouvelle méthode d'apprentissage. Et partant de ces bons résultats, parce que je pense qu'il faut innover, hein, on peut pas rester sur la formation d'il y a 50 ans, on a décidé on s'est posé la question de comment on démocratise la solution, et on en a fait une appli qui se rapproche pour ses bons aspects de Duolingo et du coup qui propulse cette nouvelle méthode. Voilà. Donc de fil en aiguille, effectivement, on s'est rapproché parce que c'est ma compagne, mais indépendamment de ça, là encore, c'est ça la passerelle qui m'a amené à la tech et à être dans le réseau qu'on appelle les tech aujourd'hui. C'est sympa maintenant quand on entreprend, se poser des questions sur le digital et les technologies devient quasiment obligé, quoi. Et puis je pense que les jeunes, mais pas que les jeunes, le numérique elle nous amène à une vie beaucoup plus saccadée, etc. Mais donc voilà, pour répondre à ta question, en fait, l'impact. Non, mais en fait, des fois, tu fais des choses sans exactement savoir pourquoi tu le fais, mais déjà, tu te guides à l'envie. Moi, ceux qui sont que dans le calcul d'une carrière, d'une trajectoire des fois, malheureusement, ça marche pas trop. Et puis, pour moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Et après, la vie est faite aussi de retour aux sources, puisque je me suis réinstallé à Giverny. Et effectivement, j'y vois aussi de beaux projets, de belles choses à faire. Et d'ailleurs, en parlant de Giverny, avec Yann, on se posait une question. C'était quoi ton rapport avec la Capucine à Giverny? Alors, il était serveur. Non, mais j'ai commencé en stage. Donc, je fais un peu un stage à tout faire. Et du coup, ce qui m'a donné l'occasion de faire pas mal de services. Et puis, en 2-3 ans, je suis allé jusqu'au management. C'était la boîte familiale. Donc c'était... c'était les parents qui avaient fondé ça quelques années avant. Mais bon, Giverny, c'est beaucoup de volume, c'est beaucoup de choses à gérer, donc c'est quand même une belle entrée en matière. Et c'est bien dense. Ouais, c'est dense, puis surtout c'était vraiment la bonne occasion de travailler avec beaucoup de proches, que ce soit les anciens copains de classe, un peu de famille, des amis. Et c'est vrai que moi je sais travailler avec des proches, c'est plus dur, c'est plus exigeant. Mais j'étais très fier de pouvoir monter, travailler déjà avec mon meilleur ami, avec d'autres amis, et aussi de pouvoir entreprendre ensuite avec lui et d'autres. Donc, je pense être quelqu'un de fidèle, loyal et responsable. C'est-à-dire que effectivement, quand tu cumules aussi ces différentes expériences, tu dis que t'as pas pris la pente la plus raide et la petite promenade de santé. Mais c'est pour ça. Je pense qu'il y a des étapes aussi dans la vie. Et j'arrive à un stade où j'ai plus envie de me fixer, de miser sur une vie de famille, et puis de choisir et de me déployer à l'endroit où je peux être. Donc, carrément. Qui est toujours dans notre zone. Et tu as aussi un super endroit à Vernon où tu as été partie prenante dedans, c'est la belle équipe. Et oui, c'est ça, le rendez-vous des amis, parce qu'en fait, c'est l'histoire de 4 potes du lycée qui sont associés justement pour créer le bar qui leur manquait à Vernon, alors en alliant les compétences de chacun, mais du coup, il y a Joachim, il y a Jérôme, il y a Asdine et il y a moi. Donc Joachim qui est en cuisine, Jérôme plutôt en salle, Asdine et moi qui avons porté le projet, avons vu les premiers un peu ce local qui était un peu particulier, mais qui a la spécificité d'avoir une vue pour moi de carte postale aussi, puisque c'est vue vers la Seine et vers le Vieux Moulin, donc c'était un peu singulier d'avoir ça, donc on a voulu créer le lieu qui nous manquait. Et du coup, fort de son succès, on continue son développement. Alors vous doutez bien que c'est plus moi, voire c'est pas moi qui m'en occupe, là, sinon je dormirais plus, je serais pas un mec sympa finalement. Mais en vrai, du coup, on lance le petit frère de la belle équipe. D'accord. Parce qu'il y a la belle équipe, le bar à manger, que vous connaissez si vous fréquentez cet endroit. Allez à la belle équipe, il y a des très bonnes bières. Ouais. Et vous mangez hyper bien.
On n'a pas fait de vidéo, mais promis, on ira en faire une. J'espère qu'on s'y retrouvera incessamment sous Vous peu, êtes en les tout cas. bienvenus, ça c'est clair. Je pense que tous les associés seront ravis de vous accueillir. Donc le petit frère, c'est Mais les du- travaux à côté là. Ouais, c'est les travaux à côté. Donc il y a la belle équipe, le bar à manger, et il y a la belle équipe, le bar privé. Puisqu'il s'est rendu compte que il y avait beaucoup d'anniversaires à Vernon, au moins Bah un ouais. par an par Vernonais. Bah ouais. Euh, Ça en fait que 25 000. Hein. voilà, qu'il y a aussi, mais dans le cadre du travail, des after-work, il y a beaucoup de demandes pour avoir un lieu convivial. Et nous, on a voulu, à l'écoute de nos clients, on a voulu créer ce lieu-là à proximité. Donc, c'est l'offre de la belle équipe. Et c'est une salle qui va pouvoir accueillir entre 20 et 30 quand personnes même. et qui va pouvoir être réservable avec du coup vraiment un traitement très quali, puisqu'on a fait appel à un designer intérieur, à des artisans locaux, un menuisier. Donc c'est vraiment du sur-mesure pour pouvoir Trop organiser classe. des événements exceptionnels. Et il n'y aura pas de frais de location. On veut pas. Trop Nous, bien. notre métier, c'est la restauration. C'est la convivialité, donc voilà, il y aura, en fonction du nombre d'invités, vous choisirez ce que vous souhaitez commander. Vous êtes plutôt bière ou cocktail, voire les deux, hein, on sait faire les deux. Mais voilà, On verra quand on ira. toujours C'est avec vrai. modération. Mais donc du coup, oui, ça c'est une belle initiative parce que effectivement, il y a plein de manières d'entreprendre. On aurait pu tous à prendre une assurance vie, mais en vrai, on a voulu aussi investir. Dans ce lieu-là qui représente nos années lycée. Et en fait, ça a été un peu notre projet post-Covid. D'accord. Justement, de recréer du lien comme ça. Et voilà, je trouve que C'est le petit clin d'œil, c'est sympa. Ouais. c'est un beau projet, c'est vraiment une belle histoire. Et c'est pour ça que c'est la belle équipe, parce que la belle équipe, c'est nous au démarrage, en tant que potes. Mais surtout, elle s'est largement élargie, puisque c'est tous ceux qui fréquentent le lieu et qui partagent notre état d'esprit, notre goût pour les bonnes choses. Ouais, c'est vraiment devenu un endroit d'habitués, un repère pour pas mal de gens maintenant. Écoute, À la belle équipe. Voilà. Donc ouais, trop c'est cool. ça. Ouais. Puis, ce qui me fait rire, c'est d'entendre les diminutifs. Que Ah ce ouais soit la BE, LBE, la BELEC, la belle équipe. C'est enraciné dans les codes Ouais, de chez nous. Ça. Avant, c'était le bar du Havre, le BDH. Ouais, c'est ça. qui a fermé. le BDH. Donc c'est ça. Et puis moi, je trouve que c'est très bien. On a investi cette rue Carnot dans le quartier historique qui cool. à l'époque était un peu en rénovation. Mais voilà, je pense qu'on n'empêche pas non plus tant de monde de dormir. C'est la preuve aussi qu'on peut avoir un quartier un peu plus animé, parce qu'on n'est pas les seuls. Il y a pas mal de nouveaux commerces qui ont ouvert dans ce coin-là. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'on se complète. Et ça reste honnêtement une bonne ambiance. Et du coup, voilà, on a réussi à créer un petit quartier avec beaucoup de charme qui fonctionne à Vernon et qui, évidemment, qu'un vol d'oiseaux de Giverny et contemple effectivement cette scène qu'on partage. Voilà. Top. Mais dans ce que tu racontes, c'est que tout a commencé à Giverny pour toi. Tout a commencé effectivement à Giverny. Donc, je suis un campagnard. Non, faut pas dire ça. Non, mais pour moi, c'est positif. C'est pour moi, c'est positif aussi. Je suis un campagnard dans l'âme. Les Vernonais, on adore venir à Giverny. Ouais, je sais qu'il y a une petite rivalité, mine de rien. Il y a des craintes. Alors, étonnamment, il y a des craintes. Mais... Alors qu'effectivement, normalement, entre voisins, ça plutôt bien. Mais non, mais il y a des craintes et je les vois même aujourd'hui. Des fois, on a peur que Vernon absorbe Giverny, que Giverny tourne le dos à Vernon. Mais bon, moi, je vois pas nécessairement les choses comme ça. Moi, ce qui me concerne, j'ai passé 25 ans de ma vie sur 35 à Giverny. Soit quand j'étais très jeune, bébé, gamin, ado, adulte. Donc en fait, je me pose pas cette question. Je suis givernois et j'ai pu travailler à Vernon. Bah oui. C'est plus complémentaire qu'autre chose, moi. En fait, en vrai, oui, c'est comme toujours dans les familles, quand il y a des disputes, c'est très improductif parce qu'en vrai, on est plus fort unis que divisés. Et je crois qu'aujourd'hui, si on en vient à une question d'enjeu public, oui, on aurait tort. Enfin, quand on habite à Giverny, de toute façon, on n'a plus de commerce à l'année, on n'a plus rien. Donc, on est obligé de vivre avec Gagny, on est obligé de vivre avec Vernon.
Et on est aussi content d'être dans une zone, quoi. Sinon, on aurait choisi une île au milieu de la Seine et on verrait personne. On aurait monté des barricades, quoi. Dans l'un des plus beaux villages de France. Je pense. Oui, c'est vraiment un village qui a beaucoup de charme, qui doit aussi faire face aux enjeux de la modernité et qui est aussi en danger, faut dire la vérité là-dessus, hein, puisque c'est un village qui a perdu près de 80 habitants en 5 ans. Ah ouais, quand même. Alors qu'en même temps, on a un surtourisme qui se développe. Hein. On a franchi le cap du 1 million de visiteurs. C'est dingue. C'est dingue. Donc voilà, quand on dit que le savoir-vivre ou l'art de vivre à la française, c'est aussi de savoir bien recevoir, bien profiter. Là, aujourd'hui, on est quand même plus vraiment dans ces standards, ni pour les habitants, ni pour les visiteurs. Donc c'est aussi ce constat qui nourrit mon engagement et mon envie d'agir pour Giverny en ce qui concernera les prochaines années. Bon, après, c'est pas un mystère. Du coup, je suis candidat au municipal à Giverny, voilà. C'est trop bien. On va en parler un peu après dans le fil de ce qu'on a vu, mais c'est trop bien que tu sois candidat à Giverny. Je te souhaite le meilleur. Alors moi, je suis ravi de m'engager dans cette voie-là. J'espère qu'il en sera de même pour les Givernois. Puis de toute façon, ce seront eux qui auront le dernier mot. Donc savoir si on va se voir étroitement pendant les 6 prochaines années ou pas, c'est une décision qui leur revient. Mais en tout cas, je trouve que la campagne, c'est vraiment un beau moment. Beaucoup de gens sont traumatisés de la politique. Moi, je trouve que voilà, aller à la rencontre des gens, écouter leurs besoins, affiner les propositions pour définir une trajectoire. Pour moi, c'est sain, c'est utile, c'est hyper enrichissant. Et je remercie tous ceux qui m'accueillent, qui me font visiter leur salon. Puis c'est une campagne de terrain. Moi, ce qui compte, c'est vraiment ça. Même quelle que soit l'issue d'ailleurs de cette élection, moi, c'est aussi le chemin parcouru qui compte. Et je suis déjà grandi, tous les témoignages, tous les échanges, tous les soutiens. Hein. Quand même, il faut quelques soutiens pour que ça fonctionne, que je peux recueillir à Giverny. Donc voilà, je suis confiant. Je suis confiant parce qu'il y a des choses à faire et surtout, on s'en rend peut-être pas compte, mais il y a vraiment des risques qui arrivent maintenant et voilà. Donc, ça me fait penser à ça tombe people, ça me fait tomber sur la prochaine question que je voulais te poser. Une campagne, c'est dur, c'est pas facile. Faut quand même avoir le courage d'aller voir les gens, d'avoir un projet pour eux, d'avoir une vision, de le comprendre et de l'exposer et de convaincre pour être élu. Faut prendre des décisions. Et toi, dans tout le parcours qu'on a vu, que tu as eu multicasquette et multitâches avant, quelle a été la décision la plus difficile que tu as dû prendre en tant que dirigeant ? Je pense que effectivement, de toute façon, choisir c'est renoncer. Donc, dans tous les cas, on peut pas tout avoir, on peut pas tout faire, et donc la décision, elle est importante. Hein. Moi, j'ai pas de passion pour décider, j'ai pas un tempérament de dictateur. J'écoute beaucoup. Mais pour répondre à ta question, je pense que ce qui a été très dur, c'est quand le Covid est arrivé dans notre secteur de la restauration. Ah bah oui, effectivement. Qu'on a dû fermer rideau violemment, hein, non sans aucune comparaison avec ce que d'autres pouvaient vivre dans des situations ou avec des proches qui étaient malades. Hein. Donc aucune comparaison. Mais puisque la question me revient, c'est vrai que se dire qu'on ferme les théâtres, qu'on ferme les salles de spectacle, les cinémas, les lieux de convivialité comme moi j'avais, hein, on avait 2 restaurants, qu'on remercie nos collaborateurs au début de la saison, qu'on ne sait pas quand les activités pourront reprendre et dans quelles conditions. Je pense qu'on a tous été dans ce choc-là. Je pense que faire face et agir posément dans des situations de crise sérieuses, pour moi, ça a été les décisions importantes parce qu'en fait, il y a eu des demi-mesures et tout. Nous, on a tout de suite décidé, de quoi faire. Mais par contre, dire à ses collaborateurs qui nous ont accompagnés depuis des années, on est obligé d'arrêter. Hein. C'est pas de notre fait. Ouais, c'est ça. Je pense que dans les décisions les plus dures, c'est les décisions humaines, en vrai, parce que tout ce qui est matériel, même si des fois il peut y avoir des enjeux financiers,
ça nous affecte, c'est certain, mais c'est pas si grave dans le fond. Ouais, surtout quand t'as des aventures comme ça humaines où il y a des gens qui te suivent, qui machin. Au niveau de l'affect, ouais, c'est toujours compliqué. On a... Ouais, tu m'en as beaucoup parlé toi aussi, ce côté affect. Ouais, tu connais un peu via ton parcours. Nous, on avait une 50aine de collaborateurs à l'époque. Donc, une entreprise qu'on avait bâtie de zéro, et tout s'arrête. Et voilà, c'était plus la prio de savoir ce qui allait devenir, mais je me souviens avec mon associé, on allait, puisqu'on avait le droit, grâce à notre propre attestation, d'aller sur les établissements étaient vides. C'était d'une grande tristesse. Je pense qu'à l'image de ce que tout le monde a vécu, c'était dur, et ça l'est encore plus quand on était voilà en tant que responsable d'autres collaborateurs. Bon, on va parler d'un truc un peu plus joyeux quand même. On va dériver sur le SCCI. Ouais. Avec plus de 1000 apprenants. Donc, on voulait savoir un petit peu ton expérience, le retour que tu as là-dessus. Quoi. Parce que depuis tout à l'heure, on voit que tu es très ouvert et que tu partages beaucoup. Donc là, c'était pile poil ce qu'il te fallait aussi, non? C'était... alors, j'ai de la chance. C'est que dans les échanges que j'ai avec les gens, on en revient à construire des projets. Et en l'occurrence, on m'a proposé de prendre la direction de l'ESCCI, donc qui est l'école supérieure de la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie du département. Donc, au début, j'étais un peu surpris. Et j'ai demandé d'ailleurs, c'était même un entretien un peu inversé, pourquoi on allait chercher un profil comme le mien, qui n'avait pas nécessairement d'expérience de direction d'établissement d'enseignement supérieur, mais néanmoins qui connaissait le monde de la formation et qui connaissait les fonctions de direction. Et en fait, c'est justement ce caractère d'entrepreneur, de bon gestionnaire, qui a sûrement fait la différence, et puis la dimension humaine et politique des choses. Puisqu'en fait, le SCCI, c'est une école de territoire. On forme près de 700 jeunes en apprentissage. On forme aussi les demandeurs d'emploi, ce qui nous amène à une communauté de près de 1000 apprenants. C'est une école formidable, honnêtement, qui gagnait à être connue. Ouais. Il y a 1000 personnes tous les ans qui sont formées à l'ESCCI. Ah ouais, c'est énorme en fait. Je pense pas que c'est et en fait, c'est ça. Et comme des fois, dans le service public, on ne sait pas trop, parce que les chambres de commerce sont des établissements publics, on est un peu timide pour se faire connaître. Donc c'est vrai que il a fallu, comme à chaque fois, pour chaque projet, faire un peu un audit de la situation, rencontrer ceux qui y travaillent depuis longtemps, reconnecter avec les étudiants. Donc c'était passionnant. J'avais certains étudiants qui étaient plus âgés que moi, puisque j'ai pris mes fonctions à 31 ans. Et effectivement, j'avais fini mon master 3 ans plus tôt. Donc, mais voilà. Et quand je parlais de l'expérience apprenante que j'avais appris aux États-Unis, quand je parlais des bonnes relations à avoir avec les élus locaux, c'est important. En fait, chacune de mes expériences a nourri celle-là. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est en tant que directeur d'école supérieure, c'est de pouvoir accompagner, d'être là pour tout faire pour que se passe bien la dernière étape. On est sur la rampe de lancement de la carrière professionnelle des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs. Et j'aime beaucoup l'apprentissage. Je regrette d'ailleurs que moi, quand j'étais étudiant, il y avait très peu d'apprentissage vers les métiers du tertiaire. C'était très sur les métiers techniques, les métiers de l'artisanat. Or, aujourd'hui, on peut être commercial, on peut être... il y a plein de fonctions. Responsable RH, c'est vraiment une très, très belle chose, honnêtement, que ce dispositif d'apprentissage. Et j'espère qu'on sera le sauver, malgré les problèmes de financement qui sont actuellement connus. Mais c'est vraiment l'alliance de la théorie et de la pratique. Donc, en fait, ça matchait parfaitement avec ce que j'aimais faire, ce que je pouvais faire. Et c'est vrai que ça impressionne d'avoir 1000 étudiants à Évreux, mais effectivement, on était quasiment la première école vers les métiers du tertiaire, donc des services et de l'appui à l'industrie. J'aurais pas pensé on formait des acheteurs industriels. Donc, moi, j'adorais faire les visites d'entreprise, que ce soit chez Renespace ou dans d'autres grandes entreprises du secteur à Val-de-Reuil ou ailleurs. Donc, ça m'a fait grandir aussi. J'ai beaucoup appris de ça. Ça se sent, en tout cas, t'en parles avec... ça m'a passionné. Puis c'est récent. Voilà, au bout de 4 ans, j'ai considéré que j'avais fini ma mission. Et voilà, pour d'ailleurs les nouveaux projets vers lesquels je m'engage aujourd'hui, c'était pas possible de cumuler. Je préfère choisir. Et je pense que des fois aussi, on est bon à un moment donné, on est bon pour certaines tâches. Ouais, et puis il faut savoir dire stop. Et savoir dire stop et pas... alors, souvent, on m'a dit...
peu con. Pourquoi tu profites pas justement de tous tes efforts et tout ça? Mais bon, je pense qu'à 35 ans, on a le temps. On n'est pas encore dans le moment où on profite et tout ça. Donc voilà, si vous me réinvitez dans 5 ans, je vous dirai peut-être, ou dans 10 ans, je dirai peut-être, ouais, bon là, j'ai vraiment levé le pied, etc. Donc non. Pas. On verra, enfin, quoique, si, vous verrez avec l'âge, il y a certains trucs qui voilà. Ouais, c'est normal. Mais donc, le SCCI, c'était une aventure passionnante. Le fait de pouvoir, je crois que j'ai diplômé près de 3000 étudiants, dans le département. Tu signes les diplômes, quoi. C'est pas neutre. Ah, tu les signes et tout? Ah bah oui, ouais. pas tous, mais il y en a certains certains diplômes qui sont les nôtres. Le SCCI a créé des diplômes aussi dans les achats, dans l'environnement, tu vois. Donc on est sur des métiers de pointe. Donc on a cette école-là qui, pour moi, est vraiment à propulser plein de jeunes avec une offre de proximité pour ceux qui voulaient rester dans le territoire et ceux qui ne pouvaient pas aller ailleurs, faut le dire aussi. Et en fait, pour moi, c'est une vraie mission de service public parce que former les talents du territoire, c'est les faire rester. C'est leur permettre de rester, quoi. Parce que sinon, on est des anomalies. Enfin, on le voit. Tout le monde revient un peu. Enfin, tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais moi, j'en vois beaucoup revenir dans le département une fois qu'ils ont des enfants, qu'ils ont trouvé leur femme, etc. On est vachement attachés quand même, les Normands, à notre territoire. Mais tu vois, tu reviens une fois que t'es casé, quoi. Or, on a aussi besoin des vingtenaires et des trentenaires pour faire tourner les entreprises, pour dynamiser le territoire. Et moi, je trouve que c'est une force même de vous avoir et qu'on soit toujours de plus en plus nombreux à apprécier aussi une qualité de vie. Ouais. Et à développer des nouveaux formats, parce que en termes médiatiques, c'est aussi important. C'est pour ça que j'étais ravi que vous m'invitiez de pouvoir se parler un peu plus librement que par voie de presse. C'est clair, voilà. Ça collait parfaitement, et merci pour le compliment pour le média. On fait ça pour Vernon, et parce qu'on adore notre ville, on aime notre ville, et pareil, un engagement, c'est une sorte d'engagement local de notre côté, mais on aime Vernon, on aime nos villes, et il y a un cadre de vie qui est exceptionnel ici. Et même à Giverny, toute la vallée de la Seine, on est tout le temps là-bas, on va boire un verre en terrasse, on profite, c'est un cadre incroyable. Puis on redécouvre plein de choses, même en se promenant, et puis, on voit les commerçants, on rencontre des personnes, c'est des histoires de fou. De quoi l'avenir est fait, mais vous êtes les bienvenus à Giverny quand vous voulez. Bah, avec plaisir. On a eu la chance d'aller faire une vidéo. Ouais, ok. Les énigmes de Giverny, Escape Game. Ah, alors j'ai pas tout vu encore, mais pas trop de temps pour ça. C'était très sympa d'ailleurs. Très sympa. Le cadre était top en plus. Et puis voilà. Donc, et du coup, le SCCI t'a amené à créer OE. Ouais. Ça, OE, une application pour réapprendre la langue française. Donc, tu lances une appli sur l'orthographe, la politique, l'oratoire, le commerce, le marketing, tout ça, servir les gens, parler, communiquer. Pourquoi il y a la langue toujours avec toi? Ouais, t'as raison, il y a peut-être un truc là-dessus. Ouais. Alors, pour rajouter à ton listing, j'avais participé à la création d'un club d'art oratoire à Sciences Po, dont j'avais été président aussi. Tu vois, non, mais ça c'est plus ce mot que la langue. En fait, pour moi, la communication, je vais pas dire que c'est la vie, mais la communication, c'est important et c'est ce qui manque souvent, en fait, quand tu vois qu'il y a du conflit, quand tu vois qu'il y a des tensions, c'est souvent, je crois, un manque de communication et de compréhension mutuelle. Mais pour se comprendre, encore faut-il se parler et échanger, quoi. Avec les bons mots. Avec les bons mots. Donc effectivement. OE, c'est ça? Ouais, OE Orthographéro, c'est une application qui se base sur une méthode innovante, qui est la seule méthode sans mémorisation. Donc tu vois, on n'est plus dans les logiques de Becherel, de claquement de règles et de dictées qui nous rappellent des bons et des bons souvenirs, parce que c'est paradoxal, hein, beaucoup se souviennent des dictées, en fait, c'est côté souffrir pour être belle, tu vois. Donc alors c'est pas un mauvais exercice en soi, mais c'est pas l'exercice le plus efficace pour apprendre. Et donc effectivement, j'ai eu la chance de croiser la route de Roxane Vanides, qui est docteur en sciences du langage, diplômée de l'université de Rouen. Et il y a pour moi, c'était de la R&D, de la recherche et du développement en matière éducative. Quand on voit que les fautes explosent, c'est 80% de fautes en plus tous les 10 ans, quoi. Wow. Donc, si on suit la trajectoire, bientôt, on sera plus écrire le français. Donc, si on sait plus l'écrire, on aura de plus en plus de mal à le parler. Et pour moi, ne plus avoir de langue commune,
Ouais, c'est un très très gros problème de compréhension, de vivre ensemble, de ceci, de cela. Donc en fait, moi, ça m'a plu de créer cette entreprise qui est une entreprise à mission. Ok. On a été reconnu pour notre impact sociétal et c'était précieux pour nous parce que on a la conviction en fait que ça va être la méthode qui va remplacer les méthodes anciennes. Et c'est pas parce que on est juste là pour faire table rase du passé. Non, on est là, c'est normal que les choses soient remises en cause. Sinon, on a encore des trains à vapeur, ce qui a été une révolution formidable il y a plus d'un siècle. Donc moi, je regarde le passé nous instruit. Mais il doit instruire justement le présent et l'avenir. Ça ne doit pas empêcher l'innovation. Et voilà. Et pareil, pour avoir travaillé dans le secteur éducatif, on peut plus juste se dire que c'est cahier, stylo qui va fonctionner. À l'heure où les jeunes ont accès au numérique très tôt, où il y a des technologies qui sont radicales. On s'est dit sur notre génération, on a enchaîné les innovations radicales. On en parlait tout à l'heure. Justement, non, mais Internet, le e-commerce, l'IA, on parlait de la crypto-monnaie il y a encore 4 ans, du cloud, donc effectivement, soit on va saturer et la RAM va pas tenir, mais du coup on a un rôle. En fait, si on forme pas, moi ce que j'explique à mes étudiants, c'est si vous utilisez l'IA comme ça pour livrer le truc sans esprit critique, en fait, dites-vous déjà arrêtez vos études parce que elle vous a déjà remplacé. Oui. Si vous-même vous avez assez peu de respect pour vous-même et pour votre intelligence, pour tout déléguer à l'IA, pour pas avoir d'esprit critique, pas vous en servir comme un outil, arrêtez, ça sert à rien. Elle vous a déjà remplacé. Il faut le voir comme une aide extérieure pour le coup. Par contre, si vous en servez comme d'un outil, comme d'un assistant, que vous savez juguler les choses, que vous faites attention aussi aux problèmes de confidentialité et que vous savez comment communiquer, parce qu'on parle d'un modèle de langage. Non, mais tu vois, c'est exactement ça. Et en fait, pour moi, tout est lié. Donc effectivement, OE Orthographéro, c'est une app qui est maintenant disponible au grand public. C'est grand public. Okay. C'était que B2B, donc que pour les écoles et les entreprises. Okay. Et on a eu plein de demandes en fait, que ce soit des parents pour leurs jeunes. Alors on commence à partir du lycée, mais on accompagne les adultes, les jeunes adultes, des grandes boîtes du coin, des écoles sup à Rouen et ailleurs. Donc là, ça commence à bien percer. La semaine dernière, on était au salon Learning Tech. On nous avait invité pour faire une conférence sur comment justement on inverse la tendance. Donc voilà, moi je pense que il faut pas tout attendre d'ailleurs, et c'est souvent le problème de l'État, du gouvernement, non, moi je pense que l'entrepreneuriat c'est un bon levier pour créer des petites révolutions à nos niveaux. Et oui, c'est vrai que les technologies aujourd'hui c'est un secteur sur lequel on peut avoir de l'impact pour peu qu'on l'utilise de manière responsable. Et donc là, typiquement, dans l'appli, on parlait de l'IA, nous, on a mis un coach IA. C'est-à-dire que le problème des solutions numériques, c'est souvent, des fois, on est isolé là-dedans, voire on s'enferme. Donc, nous, le but, c'était pas ça. Donc, il peut y avoir des compètes, du social learning, des choses comme ça. Mais c'est aussi, du coup, de pouvoir s'appuyer sur cette technologie pour pas être isolé, pour pouvoir challenger ses écrits, etc. Voilà. Top. Et quand tu vois, via le SCCI par exemple, ou l'application, quand tu vois quelqu'un qui reprend confiance en lui, etc., grâce à ça, ça te fait quoi? Pour moi, c'est que le but est atteint, en fait. C'est ça, tu vois. Et d'ailleurs, c'est même plus ça, pour l'instant, que les conditions financières d'exercice, parce que soit pour mon associé, pour moi, on touche pas un centime et on est prêt à continuer le sacrifice le temps qu'il faudra jusqu'à ce qu'à un moment, parce que il faut quand même un point de bascule, on peut pas être dans le bénévolat où effectivement le volume sera suffisant, mais pareil, on fait pas des prix qui tabassent, on est vraiment là pour la réussite des apprenants et on pense que c'est le bouche-oreille. C'est d'ailleurs le bouche-oreille qui est le principal canal de diffusion de ça. Donc on en revient à la communication et au langage. Et au langage, la langue. C'est ça. Voilà. Mais t'en as parlé tout à l'heure pour arriver sur un peu la fin de cet échange. C'est ta dernière actualité, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, t'es candidat pour être maire de Giverny. Raconte-nous ce choix, quoi. Pourquoi, comme dit Orelsan, au fond, l'intérêt, on revient aux racines, aux sources. Comme vous l'avez bien identifié, je m'ennuie beaucoup et j'ai pas grand-chose à faire en ce moment. On a vu ça. Non, blague à part.
moi, j'ai été passionné par l'expérience politique que j'ai eue. Effectivement, j'ai pas envie de faire carrière. Moi, je suis quelqu'un qui est du terrain et qui sait voilà, repérer quand il y a des enjeux. Et là, pour être un Givernois quasi de naissance, je vois un vrai risque sur notre commune qui est voilà, celui de la désertification des habitants permanents, moins 80 habitants en 5 ans. Hein, ce qui fait qu'on est passé voilà, à moins de 500 habitants. Un surtourisme qui explose et l'incapacité à bien accueillir tous les visiteurs qui viennent, peu de services à la population, des commerces. Moi, quand j'étais petit, on allait chez Madame Vauvel, qui était une charcuterie, qui faisait aussi épicerie, et on allait chercher un poulet le samedi, etc. Ça n'existe plus. Donc, en fait, je trouve que c'est paradoxal d'être le second site touristique de Normandie, ouais, c'est vrai, c'est le second. Un site national majeur, la vitrine du territoire, la locomotive du tourisme. Giverny, je pense que ça irrigue à 50 km alentour et c'est vraiment un maillon essentiel vers Rouen, vers la côte, vers Caen, vers nos plages de débarquement qui ont une histoire, enfin qui sont le fondement. Donc la Normandie, c'est aussi une marque très connue. Donc moi, je pense que on peut pas laisser l'avenir de Giverny au hasard, à la chance. Puisque en général, quand on mise là-dessus, ça marche pas très bien. En vrai, gérer une ville, c'est des compétences, c'est un réseau, c'est de l'expertise, et c'est pour ça que je trouve que là, il y a un challenge passionnant, puisqu'on arrive, le maire de Giverny, Claude Landais, et son équipe ne se représentent pas. Il a œuvré pendant tant d'années, il est aussi fatigué, il s'en cache pas. Donc il y a une transition qui est à faire, et je me sens prêt, et je me sens l'envie, et je suis bien entouré pour pouvoir répondre, à mon avis, le mieux possible aux enjeux pour l'avenir du village, qui est de le faire vivre le plus longtemps, toute l'année, mais qui est aussi de préparer son avenir, de sauver l'école, de refaire revenir du service public et retrouver une bonne entente avec tous nos voisins, donc tout en restant évidemment indépendant, fier, respectueux et responsable. Donc ouais, je pense que, enfin moi je suis passionné depuis, ça fait plusieurs mois que je bats la campagne, comme on dit, que je suis accueilli par tous les Givernois, qui ont des histoires formidables à raconter et avec qui d'ailleurs on tombe d'accord sur le diagnostic et sur le fait que c'est peut-être maintenant ou jamais qu'il faut voilà bien gérer les choses et assurer effectivement que l'avenir soit bon. Et effectivement, parce que je me suis posé la question, je veux pas quelque chose en plus. Demain, justement, je veux que cette échéance, et si les Givernois me font confiance, c'est pour aussi réorganiser ma vie autour de ce village et donner la priorité à Giverny. Vraiment, et que mes activités soient là. Et en réalité, c'est pour ça, et ça a été aussi un crève-cœur de devoir arrêter le SCCI, être le directeur de tous ces jeunes, de cette équipe, d'une centaine de personnes. C'est pas facile, mais je l'ai fait parce que voilà, je voulais être pleinement concentré dans ce chemin. Alors après, ça se trouve, je serai très disponible dans un mois. De toute façon, là, ça ne dépend plus de moi. Mais par contre, effectivement, si ça se passe comme je l'espère, je vais pouvoir me consacrer pleinement au village. Il y a plein d'enjeux. Je pense que c'est très bien de pouvoir apporter un esprit entrepreneurial tout en restant humain, humaniste là-dedans, en connaissant bien la zone, pour y avoir grandi, pour y avoir bossé et pour avoir pour y vivre. Hein. Donc voilà. Et après, effectivement, garder OE Orthographe Héros pour pouvoir m'y investir et mon organisme de formation des élus, mais je ne ferai plus rien d'autre à cette échéance que ça et essayer justement d'avoir un peu plus d'équilibre pro-perso et voilà, de miser aussi et puis de profiter j'ai la chance d'avoir de tomber amoureux et voir plus que ça maintenant, d'être en couple avec mon ami, donc on a envie de construire là-dessus et ça compte beaucoup plus qu'avant, tu vois. Donc mes objectifs changent et je vois que Giverny peut être le prisme aussi de
cette évolution-là. Donc voilà, je me rassure moi-même, je rassure peut-être les Givernois qui nous regarderont et les autres. Je trouve que c'est un beau projet et voilà, si je peux contribuer et si ça peut aussi m'aider à écrire une nouvelle page, ce sera tout bénef. Bah, on te le souhaite en tout cas. Bah, merci monsieur. On te le souhaite. Pour finir, on se fait on propose un tout petit jeu, piloté par Quentin. Ouais, j'ai quelques petites questions, j'en ai 5 d'ailleurs. 5 questions. Vas-y. On va commencer. Alors, question numéro 1. C'est un jeu que pour moi, du coup. Que pour toi. Ah, d'accord. On verra ce qui se passe. On est suspecté de tricher. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer les règles du jeu, s'il te plaît? C'est simple. Il va te poser une question. Ouais. T'as pas le droit de réfléchir. Faut répondre le plus rapidement Pour possible. une phrase, tu vois, on part pas trop loin. D'accord. Et ça peut pas nuire au projet précédent dont j'ai parlé. Non, mais absolument pas. Non, là, c'est plutôt cool. Okay. La question numéro 1, pour le coup, c'est une décision que tu referais 100 fois. Aimer. Ok, super. Truc de lover, mais c'est vrai, honnêtement. Giverny, le love, ça colle, hein. C'est vraiment voilà, territoire de romantisme et d'impressionnisme. C'est ça. On n'a jamais tort d'aimer. Question suivante. Une décision qui t'a fait douter. Aimer. Aimer. Non, mais t'as raison, mais du coup, c'est vrai. Aimer ou arrêter. Ok. Ouais, quand tu arrêtes quelque chose, ça te fait toujours douter. Hein. Ouais. Il y a des moments. C'est jamais ça. Ouais. J'ai beaucoup de mal finalement. C'est dur. Ouais. J'ai vécu ça ces derniers temps là, d'arrêter pour aller vers de nouvelles aventures. Je rassure tout le monde, hein, pas qu'en matière d'amour, mais ce que oui, je veux dire, c'est bon de douter aussi, pas qu'en amour aussi. Je mais au sens général, même professionnellement, quand tu prends la décision d'arrêter un projet, une aventure pour en commencer une autre. Et la période de doute, c'est fou. Hein. Surtout toi, tu as eu plein d'étapes en plus, donc tu as eu pas mal de décisions compliquées à prendre en plus. C'est ça, mais quand tu les fais en connaissance de cause, quand tu analyses bien, ça fait naturellement, souvent naturellement en vrai, mais ça demande un peu de recul. C'est que et je comprends qu'il y a des gens qui restent, qui sont un peu frustrés des fois, mais voilà, je me suis dit, on a qu'une vie, et quand t'as telle ou telle capacité, accomplis-toi, accomplis-les, et si en plus ça peut se faire au bénéfice des autres, c'est encore plus génial. Moment à chaque fois, donc t'as pris. En vrai, c'est pas spontané. Des fois c'était spontané, d'autres fois c'est après mûre réflexion, et notamment pour les derniers projets dont on a parlé, ça se fait pas sur un coup de tête. Ah bah non. Mais à un moment, voilà, il faut faire l'alliance du cœur et de la raison, ce qui ferait un bon lien entre les questions que tu me poses. D'accord. L'histoire se révèle. D'ailleurs, on va parler de ce qu'on a parlé précédemment. Ta première décision pour Giverny, si tu es élu maire? Ma première décision, c'est de rassembler tout le monde, de mettre tout le monde autour de la table. Okay. On va pas dire que c'est la faute des autres si soi-même on s'attache pas à faire ce qu'on veut faire. Donc pour moi, la première décision, c'est d'appeler, d'inviter, on verra la forme. Mais d'avoir une sorte de table ronde des acteurs de Givernois. Joli. Petit clin d'œil. Mais surtout, voilà. En fait, moi, je veux l'ensemble des acteurs publics et des acteurs non publics avec une représentation citoyenne et évidemment la mairie qui chapeaute tout ça pour qu'on mette sur la table les vrais problèmes, que sont ceux du surtourisme, de la qualité d'accueil et de la cohabitation, et des retombées aussi, parce que pour beaucoup de Givernois, en fait, on a un village attractif dont on est fier, mais on voit pas trop comment ça se traduit en bénéfice pour nous, pour les jeunes du village, voilà, un village. Alors c'est bien d'avoir quelques mois où c'est plus tranquille, s'il y a plus d'événements, s'il y a pas d'illumination, bon, voilà, c'est un peu triste. Et moi, j'aimerais bien effectivement qu'il y ait une union sacrée pour ce village, et que tous ceux qui se revendiquent de l'aimer puissent y participer à la hauteur de leurs moyens. De retrouver il y a l'attractivité touristique qui est très importante, effectivement, mais retrouver l'attractivité de vie. C'est ça. Communauté, en fait. Non, et puis on sait qu'en plus, c'est pour les Givernois, mais 2 pour les voisins, on aime bien. Je croise plein de gens de Gagny, de Sainte-Geneviève, de Giverny, d'Éco, qui viennent se balader dans le village. Donc je pense que tout le monde bénéficierait d'avoir plus d'événements de qualité qui rassemblent. C'est clair. Plutôt d'accord. C'est clair. Donc voilà.
je saurais quoi faire. On n'en doute pas, ça, pour le coup. 4e question, transmettre ou entreprendre? Compliqué, celle-là. Ouais, parce qu'il n'y a pas nécessairement une antinomie. Je dirais entreprendre, mais pour moi, ça inclut de la transmission. Et pas c'est pour ça que la question est compliquée. Ouais, la question est compliquée parce que en vrai, et c'est toujours le débat, c'est que moi, j'ai très très loin d'être antisocial, bien au contraire. Mais je pense qu'il faut gagner de l'argent avant de le redistribuer. Je pense qu'il faut soit me mettre bien avant de pouvoir être généreux, et il faut avoir soi-même résolu ses problèmes avant de donner des conseils aux autres. Donc c'est pour ça que je dirais peut-être d'abord entreprendre avant de transmettre. Pour moi, ce serait pas l'un ou l'autre, mais c'est peut-être l'un avant l'autre. Ouais, voilà. Okay. Je pense que l'ordre est pas mal. Ça vous va? Ça me va, moi personnellement en tout cas. Bon, Yann n'est pas d'accord, je suis désolé. Après, si t'es généreux avec nous, on t'en voudra pas non plus. Et celle-ci, c'est le petit clin d'œil pour le média. Si tu devais donner ou écrire une phrase en conclusion. Ah non, pardon. Si tu devais donner une phrase en conclusion qu'on pourrait écrire sur un ouais, l'application. Non, mais j'ai déjà téléchargé. Il y a une version d'essai depuis 2 semaines. Donc, mais non, mais blague à part. Une vraie question. Oui, l'essai, c'est pour ça. J'ai regardé tout à l'heure, c'est pour ça. Du coup, je la repose. Si tu devais donner une phrase en conclusion qu'on pourrait écrire sur un banc. Alors, désolé, c'est peut-être mon côté vieux, mais j'aime pas les gens qui écrivent sur les bancs ou qui mettent leur nom sur les monuments, etc. Ouais, faire un gros tag. Mais alors, du coup, désolé, je prends la question plus au sérieux. Donc, une phrase qu'on pourrait écrire sur... pour conclure le format. Tout ce qu'on vient de dire. Aimons-nous les uns les autres. Ok. Et votez Alexandre. C'est pas moi qui l'ai dit. Eh bien, merci Alexandre, c'était un vrai plaisir. Merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous dire qui vous souhaitez voir sur ce canapé bleu. Voilà, n'hésitez pas, proposez-vous, écrivez-nous, il n'y a pas de problème. On mettra tous les liens de tout ce qu'on a parlé pendant le podcast. Oui, c'est vrai. Notamment OE. OE, effectivement. Super. Et puis, voilà, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.